Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission Dites-nous la vérité qui aujourd'hui va parler ou va essayer d'évaluer la session parlementaire qui vient de se clôturer ici en République démocratique du Congo. Nous aborderons également la problématique liée au budget rectificatif adopté, je crois, le 10 juin dernier. Est-ce que devons-nous avoir peur? Est-ce que si la situation sécuritaire s'enlise, devons-nous nous attendre à des répercussions sur le plan économique, financier? Nous abordons tous ce sujet, mais nous essaierons également de parler de sport et de la politique, compatible, incompatible. Nous abordons ces thématiques avec quelqu'un dont le nom a été récemment associé à des millions de dollars. Je le vois un peu sourire, mais également qui est actuellement à la tête d'un des plus grands clubs sportifs ici en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, recevez avec moi le député national Florima Pamboli. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Olysée, bonjour à tous vos téléspectateurs. Député président, président député. Député national, président de l'ASV Club, évidemment. Moi, je vous ai connu quand vous étiez encore au niveau, déjà vous êtes de l'UDPS, vous étiez encore président de la Force Grise. Beaucoup ne le savent pas. Force Grise qui est un peu opposée à Force du Progrès? Non, c'est pas la même chose. C'est opposé, en fait. Non, c'est pas opposé. Nous sommes du même parti. La Force Grise est un mouvement élitiste qui regorge en son sein le jeune, je dirais pas parce qu'on a enlevé le concept jeune, tous les membres de l'UDPS qui sont des professionnels, qui ont un emploi, que ce soit dans le secteur privé que dans le secteur public. Et dedans, nous constituons une pépinière de cadres pour les partis. Ensuite, nous travaillons intellectuellement sur des problèmes de gouvernance. Nous faisons des propositions et de lobbying pour que... Voilà pourquoi je disais c'est un peu opposé aux forces de progrès dont la réputation nuit énormément à votre parti. C'est réputé être des jeunes assez violents, des jeunes qui s'adonnent à des pratiques pas très correctes. C'est ça aussi. Est-ce que ça ne vous met pas en difficulté? C'est ce qu'on dit, mais je rencontre régulièrement ces jeunes. Mais le problème, c'est quoi? Les bandits, aujourd'hui, qui ne sont pas membres de l'UDPS, se réclament membres de la force du progrès. Mais moi, je côtoie ces jeunes gens, je parle avec eux régulièrement. Je trouve en eux des jeunes très courageux, des jeunes qui aiment leur parti et qui ne sont pas dans l'incivisme, dans des actes qu'on les reproche. Est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, quand vous êtes de l'UDPS, on accorde une certaine immunité à tous ceux qui sont de l'UDPS? Voilà pourquoi certains se cachent derrière ça? Immunité, non, je crois que le mot est mal choisi. Il arrive que nous-mêmes, moi-même, je sois la cible des attaques, des insultes, de beaucoup de choses. Il arrive que le membre de notre parti soit arrêté, emprisonné, etc. Nous sommes dans un état de droit. Personne n'est au-dessus de la loi, sous Félix Tshisekedi. Florima Pamboli, l'UDPS, on parlait tout à l'heure peut-être de force de progrès, mais on va pas trop s'appesantir parce que je voulais quand même que les gens puissent vous découvrir. Certains sont en train de vous découvrir maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la relève est assurée au sein de l'UDPS quand on voit qu'on est en train de recycler les anciens moboutistes, les anciens kabylistes qui aujourd'hui prennent de plus en plus de place au sein de l'administration Tshisekedi? Je sais pas comment je peux répondre à cette question, mais ce que je sais, c'est qu'au niveau du parti, il y a quand même des jeunes qui émergent. Aujourd'hui, vous avez des députés nationaux, des députés provinciaux de l'UDPS qui sont de ma génération, ce qui est à encourager. Et quand vous regardez au niveau du gouvernement, vous voyez que le président cherche également à promouvoir des jeunes. Quitte à nous de faire ce travail, mais il faut faire très attention. Jeunesse ne veut pas dire compétence. Ok? Jeunesse ne veut pas dire intégrité. Il faut plutôt promouvoir les gens qui aiment le pays, les gens qui ont une vision, les gens qui ont de l'expertise, les gens qui ont de l'expérience, les gens qui ont une façon de voir les choses. C'est un ensemble de beaucoup de choses. C'est pas forcément les jeunes qui sont censés bien faire les choses. Le vieux, l'autre génération a aussi à contribuer. On n'est pas dans une gouvernance d'exclusion. Voilà, donc la jeunesse ne doit pas être un critère. Non, ni la jeunesse, ni la vieillesse, ni le genre, parce que généralement j'entends parler de femmes et de jeunes. Non, il faut faire très attention. Mais en parlant de femmes, vous savez qu'on a quand même un grand retard à rattraper. On a besoin des quotas. Il y a des pesanteurs sociétales. Peut-être ça explique le fait que
que le critère femme ou genre soit là pour des nominations? Non, je pense. Pour moi, je pense que les femmes peuvent faire mieux. Moi, tout au long de mon parcours, si vous regardez, j'ai eu des chefs qui étaient de femmes. Donc, je n'ai travaillé qu'avec des femmes. Comme j'ai connu des femmes brillantes, très intelligentes. Et donc, quand on parle d'un quota donné, moi, je crois qu'on diminue les femmes. Si les femmes peuvent avoir plus de postes, pourquoi pas? Mais sauf que, quelque part, par exemple, en politique, il faut de l'engagement. Il faut s'engager politiquement. Il faut pas s'attendre à des cadeaux. C'est justement ce que je veux dire. C'est justement ce que vous voulez dire. Vous êtes Force Grise, une structure qui compose en tout cas à l'UDPS. Vous venez d'être élu député, vous avez été conseiller. Est-ce que vous pensez que le parcours a sa place quand on veut aller occuper des postes de responsabilité dans notre pays ici? Bien sûr, il faut avoir un parcours, il faut connaître les problèmes, parce que quand vous êtes propulsé à un poste, vous devez résoudre de vrais problèmes. Lesquels problèmes doivent être connus de vous. Si vous ne connaissez pas ces problèmes-là, vous aurez beaucoup de difficultés à vous adapter. Et donc, nous, on a eu l'opportunité, la chance, la grâce même, de faire un certain parcours, que ce soit dans le secteur privé que dans le secteur public. Ce qui fait que aujourd'hui, je peux tout humblement dire que je connais bien nos problèmes et je peux y apporter des solutions qui s'imposent. Et aujourd'hui, vous êtes député national et élu de la circonscription de Kasongolou dans la province du Congo. De la province de Congo. Et moi qui croyais que vous étiez de Kinshasa, même les journalistes, on vous connaît pas très bien. Non. Mais pourtant, parlez-nous un peu brièvement, si vous aimeriez qu'on puisse comment aimeriez-vous qu'on puisse vous définir? Parce que on entend aujourd'hui parler de Florima Pamboli et tout le monde pense que vous êtes comme un cheveu dans la soupe, tout le monde vous découvre, mais vous avez un parcours. Parlez-nous brièvement. Non, j'ai un parcours. Mon parcours, c'est dans le privé et dans le public. Et aujourd'hui, si je suis connu, c'est grâce à mon dernier emploi au ministère de Finances. Mais je n'ai pas commencé là. J'ai vu les gens dire que un chômeur qu'on a ramassé dans la rue en 2021, etc. Non, c'est pas ça. Moi, je suis d'abord un enseignant. Je suis un enseignant. Quand j'ai fini mon cycle des graduats en 2010, j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné déjà en 2009 quand j'étais en deuxième graduat. Où et quand? J'ai enseigné au Congo chez moi. Okay. J'ai enseigné de 2010 à 2012, je ne faisais qu'enseigner. J'étais enseignant du secondaire. Ensuite, j'ai commencé ma licence en 2012 pour la finir en 2014. Et après cela, j'ai continué à enseigner. Cette fois-là, ici, si vous allez à l'Institut Lumumba, à l'IMT, j'ai mes élèves qui sont aujourd'hui tous de l'essentiel, de Bac plus 5. J'ai enseigné jusqu'à postuler à un programme qu'on appelle Vodacom Elite. Vous avez déjà entendu parler, j'espère. C'est un programme qui recrute le plus brillant de notre système éducatif. Et c'est en 2015 que je suis recruté dans ce programme-là parmi les 15 licenciés qui ont été recrutés à travers toute la République. Et c'est un test très, très rigoureux, je dirais bien, parce que pour être recruté, je suis passé, je crois, par toute une batterie de tests, d'interviews, et pas moins de 10, hein. Et donc, c'est en ce moment-là que j'intègre Vodacom comme élite, on nous appelait des élites. Ensuite, j'ai été comptable, le terme en français c'est ça, j'ai été comptable et ensuite spécialiste en reporting financier jusqu'à fin 2019. En janvier 2020, je passe une interview chez Vlisco Congo, je suis retenu comme chef comptable et donc je démissionne de Vodacom, je vais chez Vlisco. 6 mois après, je suis nommé Finance Manager, donc le numéro 1 de finance de Vlisco Congo. Et après, au mois d'avril 2021, je suis sollicité une fois de plus par Vodacom. Et là, je rentre chez Vodacom comme manager chargé de la comptabilité qu'on appelle statutaire et de la comptabilité M-Pesa. Je suis retenu comme manager, sauf que un mois après, je devais commencer le boulot un mois après. Et ben c'est là que Nicolas Kazadi vient me débaucher. Voilà, c'est ça la précision. J'ai été débauché de mon poste de manager chez Vodacom pour aller travailler au ministère de Finances comme conseiller en charge de la trésorerie. C'est ça mon poste.
que j'ai occupé entre juin 2021 jusqu'à février 2025 lors de mon élection comme député national. 2024. 2024. Donc, ben, je voulais vraiment vous laisser parler de ça, même si on sait que la grande partie parcours, on peut laisser ça à Thierry Kambondi qui sait, il aura à vous recevoir pour que vous puissiez vraiment détailler. Mais nous, on va être sur des questions beaucoup plus d'actualité. Mais je voulais que les gens puissent vous découvrir, pour que vous puissiez brièvement parler de votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes député national élu de Kasongo-Lunda. On revient sur la session parlementaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette session qui vient de se terminer, de se clôturer? Beaucoup de matières à aborder, sauf que nous avons perdu au début de la session près de 3 semaines, où il fallait faire des réglages au niveau du bureau. Mais par la suite, il y a eu beaucoup plein de choses en termes de contrôle parlementaire, en termes de production législative, en termes d'autres questions. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées tout au long de cette session. Et nous, au niveau de la commission ECOFIN, nous avons eu un grand travail à faire. C'est celui d'analyser le projet de loi de finances rectificative 2025. Et je crois qu'on n'a pas pu finir tout ce qui avait été prévu dans le calendrier. Parce qu'il y avait plein de choses et je crois que ce sont des arriérés qui vont revenir à la session de septembre. Et donc, ouais, je vous en prie. Et donc, il y a eu beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous voulez que je parle de ce que moi je fais. Je veux vous demander ça tout à l'heure parce qu'il y aura tout un chapitre sur le budget rectificatif. On voit qu'on est en face d'un expert. Donc, on aura besoin de comprendre l'impact de ces budgets rectificatifs sur la situation socio-économique du pays. Mais on revient d'abord, si on vous demande aujourd'hui de nous dire l'image qui vous a marqué dans cette session, ce sera laquelle? C'est d'abord le début du contrôle parlementaire. C'est très important. C'est quelque chose que le Congolais attendait. Et là, petit à petit, on vient de commencer. Et je pense que avec les sessions à venir, on va accélérer pour qu'il y ait une certaine redevabilité. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'opinion? On a une mauvaise image des députés. On a une mauvaise image de parlementaires. On croit que nous ne travaillons pas, alors que nous travaillons durement. Vous voyez ce bureau, c'est mon bureau. Et ici, tout ce que je viens faire, c'est le travail des députés. Je ne fais rien d'autre. Et donc, je travaille sur des lois. Je travaille sur les initiatives de contrôle parlementaire. Je travaille sur des réflexions. Je lis beaucoup. Je cherche à comprendre ce qui se fait ailleurs. Je vois comment il faut adapter tout cela dans notre environnement. En fait, chaque jour, je réfléchis sur comment faire en sorte que mes électeurs, que le Congolais, vivent mieux. Donc, nous cherchons à donner aux Congolais une vie meilleure, un bien-être collectif qui soit apaisé, qui leur revient de droit de toute façon. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on peut même palper cela. On a l'impression que l'Assemblée nationale commence à intéresser de plus en plus des Congolais. On peut le voir dans les différentes plénières. Hein, comment est-ce que se relayer quelque chose qu'on n'avait pas vu quand même. Oui, le débat démocratique y est désormais et je pense que ça va continuer. C'est notre souhait et c'est l'occasion pour moi de féliciter les bureaux qui essayent d'équilibrer les débats, donner la parole aux opposants, à la majorité et donc aux non-alignés, aux non-alignés, à tout le monde pour s'exprimer et faire entendre la voix de notre peuple. Je ne vais pas vous mentir, parce que vous étiez un ancien conseiller d'un ancien ministre, je pensais que vous alliez me dire, oui, l'image qui m'a marqué pendant la session, c'était le rejet par la plénière de ce réquisitoire contre Nicolas Kazadi. C'était un peu pour vous une grande victoire pour quelqu'un qui a été conseiller à la trésorerie de cet ancien ministre. Victoire, non, il faut d'abord que les Congolais comprennent. Il s'est agi de quoi? Les réquisitoires portaient sur des infractions, à savoir la divulgation des secrets d'État et propagation de faux bruits. C'est-à-dire qu'on voulait livrer l'honorable Nicolas Kazadi pour avoir parlé. Alors que nous, notre travail en tant que député, c'est de parler. Nous tous, on s'est sentis en danger. Tous les députés se sont sentis en danger.
Et cette réquisitoire n'avait aucune chance de passer. Aucune. Et que Nicolas Kazadi a fait quoi? Il a juste usé de son droit de liberté d'expression. Mais bien sûr. Mais est-ce que pour quelqu'un qui a eu à occuper des postes de responsabilité, n'a-t-il pas le droit de réserve? J'ai suivi l'émission, je n'ai pas entendu là où il a divulgué le secret d'État. Moi-même, je suis détenteur de plusieurs secrets d'État. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de cela? Jamais. Mais je parle, quand je passe dans le média, je parle de l'actualité, je parle des questions qui touchent à la gouvernance, je parle du budget de l'État, je parle des questions de finances publiques, des questions économiques, je parle des questions de l'éducation nationale, ce qui relève de mon domaine. Jamais je divulguerai les secrets d'État. Nicolas Kazadi ne l'a pas non plus fait. Et donc ces réquisitoires-là n'avaient aucune chance. Et ce que les députés ont fait, c'est correct. C'est très correct. Est-ce qu'on peut dire que les députés ont été également corrects quand ils ont entre guillemets livré par contre Constant Moutamba? Parce qu'il y a eu des éléments. Il y a eu des éléments. Et on a reçu la commission, c'est pas moi, la commission a reçu le procureur. Elle a également reçu l'ancien ministre Constant Moutamba. Et après avoir entendu les deux parties, elle a décidé en toute responsabilité. Et les éléments qui nous sont parvenus de la commission étaient tellement graves qu'on n'avait pas le choix de... On était obligé de je ne veux pas dire livrer. Livrer, mais au moins d'autoriser. Je ne vais pas utiliser ce verbe-là. Donc, de donner la possibilité à notre ancien collègue Moutamba de présenter ce moyen de défense devant la justice. Il faut dire que bien avant cette histoire, parce que dans l'histoire Moutamba, on parle beaucoup de Frivao. Vous-même, vous aviez été, là on parle déjà aussi de votre bilan pendant cette session, vous avez été initiateur d'une démarche visant à avoir un peu plus clair sur Frivao. Qu'en est-il au juste? Qu'est-ce que vous avez... J'ai reçu beaucoup de plaintes. C'est ce qui m'a amené le 15 mai 2025 à adresser une question écrite au coordonnateur de Frivao pour pouvoir recueillir un certain nombre d'informations quant à la gestion financière de cette structure. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu de réponses ni de feedback de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je m'apprête à adresser une nouvelle correspondance au président de l'Assemblée nationale pour rappeler les prescrits d'abord de notre règlement intérieur, parce que entre le 15 mai à ces jours, nous sommes à 1 mois et demi. Et la lettre n'est toujours pas partie, alors que notre règlement intérieur accorde 4 jours au bureau pour traiter l'initiative d'un député. Et c'est aussi l'occasion pour moi de relever que nous n'avons pas, il faut que les Congolais comprennent, en tant que député, je n'ai pas le pouvoir d'adresser directement mon initiative à un membre du gouvernement ou à un responsable d'un service public. Nous sommes obligés de passer par les bureaux, c'est-à-dire nous écrivons au bureau qui, à son tour, transmet nos initiatives aux concernés. Et là, j'ai beaucoup d'initiatives, d'ailleurs, j'en parle déjà parce que... Oui, on en parle déjà. Donc, j'ai beaucoup d'initiatives en cours. J'ai des questions orales avec débat et 4 questions écrites pour lesquelles je n'ai reçu aucun feedback du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau fait de la rétention? Je ne sais pas. C'est ce qui me... Je ne veux pas dire que ça m'énerve. Je veux tout simplement dire que c'est ce qui me... Je regrette cela. C'est un fait que je regrette. Je ne sais pas pourquoi cette façon de faire les choses. Je viens de vous le dire. J'ai des questions qui sont extrêmement importantes pour notre pays. J'ai adressé une question au ministre des ITP sur le financement des infrastructures avec le fonds SICOMIN. J'ai adressé une question écrite au Frivao, on vient d'en parler, sur la gestion financière de cette structure. J'ai adressé une autre question écrite au ministre du budget quant au budget annexe et aux structures du ministère du budget. J'ai adressé une question écrite au DG de l'OVD quant à l'exécution des projets, du projet Kinshasa Zéro Trou. J'ai adressé une question orale avec débat au ministre de l'Intérieur quant aux violations intempestives impunies du code de la route. Tout ce qu'on voit, les désordres qu'on voit dans nos routes. J'ai adressé, enfin, une question orale avec débat au ministre de la Justice concernant les libérations
les libérations qu'on a constatées à travers tout le pays, des prisonniers et prévenus dans de prisons de notre pays. Et donc, toutes ces initiatives datent de plus d'un mois et demi, et je n'ai reçu aucun feedback du bureau. Est-ce que vous êtes rentré vers le bureau? C'est pas mon rôle de rentrer vers les bureaux, mais pendant que suivi, je vous parle, on appelle ça, non, pendant que je vous parle, mon assistant parlementaire fait les sit-ins. Fait les sit-ins au bureau de l'Assemblée nationale. Aucune suite. Et c'est une question que je vais mettre à nu, je vais en parler, pour que les Congolais comprennent ce qui se passe. Ce n'est pas normal qu'un député prenne les initiatives et qu'il y ait une certaine rétention au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas tolérer ça. S'il faut faire du bruit, je le ferai pour que les initiatives soient transmises. Je suis en cours de préparation des 3 autres questions écrites qui vont partir d'ici à la semaine prochaine, et je mettrai le bureau de l'Assemblée nationale devant ses responsabilités. J'ai reçu mandat du peuple congolais. Et ce mandat doit être exercé en toute responsabilité. Personne, y compris les bureaux, n'a le droit de bloquer l'initiative d'un député national. Est-ce que vous pensez que c'est une situation globale ou c'est quelque chose qu'on vous réserve à vous, peut-être personnellement? Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec d'autres députés pour en savoir plus ou... Les députés se plaignent. Les députés se plaignent, il faut le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Les députés se plaignent parce que ces pratiques sont en train de se perpétuer petit à petit. On a ce qu'on appelle chez nous un bureau d'études qui est censé étudier les initiatives de députés nationaux. Mais ces bureaux-là est devenu une caisse noire, une boîte noire, je ne sais pas comment je vais appeler ça. C'est devenu une structure qui censure les initiatives des députés nationaux. À ce point, les mots sont forts. Mais je vous dis que c'est de la censure. Il y a carrément de la censure à l'Assemblée. En réalité, c'est de la censure. Je ne parle pas des pratiques qui vont avec, mais je dénonce cela. Je continuerai à dénoncer cela. Je le ferai lors de la rentrée de septembre. Je prendrai la parole pour dénoncer cela jusqu'à ce que les choses changent. On ne peut pas accepter à ce qu'on crée de censeurs des agents de l'administration, censeurs des initiatives de députés nationaux. C'est inacceptable et ça ne va pas. Ça va pas rester en pied. Et du coup, peut-être pour beaucoup d'ailleurs, ça nuit même à l'image, à la réputation, au prestige de la Chambre. Au prestige de la Chambre. Si on vous dit, moi, quand on me dit, voilà, il faut aller voir tel au bureau d'études pour que ton initiative aille vite, je ne le ferai jamais. On me l'a dit à plusieurs reprises, je ne le ferai jamais. Non, il n'y a pas de telle pratique là-bas. Je dis que je ne le ferai jamais. Mais il y en a des pratiques comme ça. Bien sûr. Je les dénonce devant vous. Vous risquez de nous dire que des questions orales sont pratiquement monnayées à la fin. Non, je vais pas. On n'en est pas jusque-là. Non, je ne vais pas aller jusque-là parce que je n'ai en toute responsabilité. Je n'ai aucune preuve. Mais ce qui se passe là est totalement inacceptable. Les députés décrient cela. Moi, je fais de même. Et je vais monter au créneau. Je continuerai à dénoncer jusqu'à ce que ça change. Jusqu'à ce que ça change, je voulais très rapidement qu'on revienne carrément sur Frivao. Qu'est-ce que vous dénoncez? Qu'est-ce que contenait votre question écrite avec débat? Alors, c'est pas une question orale avec débat, c'est une question écrite. Plutôt. Alors, selon les informations en ma possession, il y a une partie des fonds qui échappe à la gestion de Frivao. Quand vous lisez l'article 4 du décret qui crée Frivao, il est clairement dit que l'intégralité de l'indemnisation, donc de fonds venus de l'Ouganda, eh bien, cette intégralité-là est gérée par Frivao. Et donc, dans la gestion, vous avez les indemnisations collectives et les indemnisations individuelles. Mais les informations en notre possession font état des choses qui ne sont pas bien faites. Au niveau de la clé de répartition. D'une gestion peu orthodoxe. D'abord, il y a des fonds qui seraient payés au ministre de la Justice comme frais de gestion, ce qui n'est pas prévu dans le décret. Il y a une partie des fonds, je crois plus de 15% des fonds, qui n'arrivent pas à Frivao. Ouais, ça n'arrive pas à Frivao. Deuxièmement, en ce qui concerne l'indemnisation. Oui, c'est justement, je vais voir clair là-dessus.
vous avez les indemnisations elles-mêmes, collectives, individuelles. Les choses ne sont pas claires. Là, je demandais à ce qu'on m'envoie la liste de toutes les indemnisations réalisées jusqu'à ce jour, qu'elles s'agissent des indemnisations collectives, que des indemnisations individuelles. J'ai besoin de cette liste-là. Et au besoin, il va falloir que j'ai les états financiers de cette structure depuis qu'elle a été créée jusqu'à ce jour. Et à partir de ces éléments, je les étudierai et je pourrai proposer ce qu'il faudra faire pour la suite. Et puis, vous avez parlé de 6 communes, les fonds alloués. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le fonds que 6 communes déversent, par exemple, pour la construction des routes ici? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il faut que les Congolais comprennent une chose. 6 communes, c'est pas un don que 6 communes fait à la RDC. Non, c'est pas ça. 6 communes a reçu des exonérations. 6 communes ne payent aucun impôt. Justement, c'est cet argent-là des impôts qui doit servir à la construction des routes, des infrastructures. Ça, c'est la première chose. Et quand vous calculez, moi, je fais mes petits calculs, je réalise d'ailleurs que 6 communes gagnent. Ce n'est pas l'État qui gagne, c'est 6 communes qui gagnent. Parce que le forfait annuel à payer est, à mon avis, en deçà de ce que 6 communes auraient dû payer si elles payaient tous ces impôts comme le font les autres entreprises du secteur minier. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez 300 millions de dollars qui étaient dus en 2024, plus 324 millions. C'est-à-dire 624 millions de dollars dus en 2024. En 2025, c'est 324 millions. Ce qui fait 948 millions de dollars. Je veux savoir comment on utilise cet argent. Comment on affecte cet argent à la construction des infrastructures. Parce que moi, je ne vois pas. Vous imaginez l'injection de 948 millions dans une économie comme la nôtre. Tout le monde va les sentir. Mais vous allez les sentir tous. Vous étiez au ministère de Finances, donc la DGI relève de ce ministère. Qu'est-ce que vous, à l'époque, avez eu à faire? Non, attention, cet argent ne passe pas par les régies financières. Okay. C'est là que vous devez comprendre. C'est pourquoi on parle d'exonération. Exonération veut dire, c'est-à-dire que ces communes ne payent pas les impôts. Oui. Les impôts dus à la DGDA, à la DGI, à la DGRA, tous ces impôts-là ne sont pas payés. Alors, ces fonds-là sont maintenant affectés aux infrastructures. Maintenant, aujourd'hui, c'est 6 communes qui, apparemment, nous demandent, nous obligent de travailler avec telle autre entreprise de construction. Okay. C'est 6 communes qui payent directement, ce qui n'est pas mauvais. Je n'ai pas de problème là-dessus. Pourvu qu'une comptabilité soit mise en place derrière pour capter ces fonds-là au niveau du trésor public. Mais on risque d'avoir un grand retard à un moment donné. Mais il y a des Congolais dans 6 communes, il y a des administrateurs congolais. Non, c'est pas ça les problèmes. Les problèmes, c'est pas là. C'est pas là. Les problèmes, c'est la consommation de cet argent, la capacité d'absorption de ces fonds-là. Il faut qu'on soit en mesure de consommer cet argent, l'encours annuel. Si on ne parvient pas à le consommer, eh bien, on aura des problèmes. Et la responsabilité revient au ministre des ITP, c'est-à-dire au gouvernement, à notre gouvernement. Et puisqu'on parle de route, donc il faut le dire, hein, donc au ministre des ITP. Mais c'est pour cette raison que j'ai adressé justement la question au ministre des ITP. Pour qu'on mette dans la liste de toutes les infrastructures prévues. Vous ne pouvez pas prévoir les infrastructures en fonction de l'encours annuel. Nous sommes en 2025. Prévoyez les infrastructures pour 1,2 milliard de dollars, par exemple. On commence le tout aujourd'hui. Parce qu'on ne payera pas la totalité en une année. Vous comprenez? Parce qu'on paye en fonction de l'exécution physique. La compte ne peut pas dépasser 30% du montant. On risque d'arriver en 2028 avec des chantiers partout, avec aucune infrastructure complètement finie. Alors que le déficit que nous avons est extrêmement grave. C'est-à-dire que les routes nationales construites par rapport au réseau ne représentent que 5%. Les routes qui sont revêtues. C'est très grave, c'est extrêmement grave. Donc, nous avons un déficit. Nous n'avons aucun intérêt à avoir des problèmes de capacité d'absorption des fonds qui sont pourtant à notre disposition. C'est là mon problème. Et ça, c'est un combat que je vais mener jusqu'au bout pour que le gouvernement s'amende. Le gouvernement doit s'amender. Au lieu de donner les marchés à 1 ou 2, 3 entreprises, donnons les marchés à 20 entreprises.
Et à votre avis, pourquoi le gouvernement... Il faut fractionner les marchés. C'est-à-dire une route pourquoi ce sont les mêmes, pourquoi ce sont les mêmes qui prennent tout Au lieu de prendre un marché de 100 km et donner à une seule entreprise, eh ben, on prend ce marché-là, on donne à 10 entreprises. 10 km, 10 km, 10 km. Au bout de 2 ans, vous avez une route construite. D'où l'importance, selon vous, des différentes questions. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est des questions qui touchent au bien-être collectif. Je ne fais pas des questions alimentaires. Non, jamais. On revient, puisqu'on est à l'Assemblée, il y a eu également le vote, vous avez voté un budget rectificatif, loi des finances 2025. Déjà, on était, je crois, dans les 18 milliards. C'est rabattu à 17,5 milliards, si je ne me trompe pas. Non, on était à 17,4 milliards. 4 milliards, ouais. Et là, c'est un... Mais attention, si on parle en dollars, vous n'allez pas comprendre. On était à 17,4, on est à 17,7. Ok, expliquez-nous. Expliquez-nous. Voilà, parce que la baisse, c'est notre budget, parce que le budget est présenté en francs congolais. Oui, la baisse, c'est en francs congolais. Mais ce qui se fait que, pourquoi cette différence? Parce que dans la loi de finances 2025, nous sommes partis sur un taux d'échange de 2954 francs congolais pour $1, alors que dans la loi de finances rectificative, nous sommes à un taux d'échange de 2859 francs congolais pour $1. Expliquez-nous, c'est quoi le budget rectificatif? Vous êtes dans la commission ECOFIN, vous avez été conseiller, donc c'est votre domaine. Bien sûr. Pour ceux qui nous suivent, c'est quoi un budget rectificatif? Alors, c'est la modification du budget initial. C'est-à-dire, on a un budget pour l'année 2025, mais lorsqu'il y a des circonstances qui font que nous ne sommes plus à mesure d'exécuter le budget comme il avait été prévu, on apporte des modifications. Et ces modifications-là sont apportées dans un document qu'on appelle projet de loi de finances rectificative. Et dans le cas actuel, la modification a ramené le budget à la baisse. On a revu à la baisse le budget. Parce que vous avez des recettes du Nord et Sud Kivu qui échappent désormais au trésor public. Il faut tenir compte de cet aspect-là. OK? Ça, c'est la première chose. Au niveau de dépenses, vous avez l'intensification du conflit. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent que nous mettons désormais dans cette guerre-là, dans l'armée. Ce qui n'était pas prévu au départ. Vous avez une nouvelle orientation stratégique de l'action gouvernementale. On parle de notamment, la diplomatie et communicationnelle. La diplomatie. Communicationnelle, j'avais pas bien compris. La diplomatie, je comprends, mais communicationnelle, c'est quoi? Tout ce qu'on donne au porte-parole du gouvernement? Non, moi, je pas entendu ça. Or, plutôt, c'est la diplomatie et l'image du pays. C'est pour cette raison qu'on a ajouté les crédits au ministère des Sports, au ministère du Tourisme, ok, au ministère des Affaires étrangères. C'est à ces ministères-là qu'on a ajouté les crédits justement pour pouvoir, d'une part, renforcer notre diplomatie, mais aussi redorer l'image de notre pays. On a parlé de la réduction de train de vie. Des institutions. Des institutions, mais ça devait plutôt être source de recettes, non? Non, c'est-à-dire quoi? On a réduit les budgets qui étaient prévus pour les institutions, c'est-à-dire la présidence de la République, les gouvernements, l'Assemblée nationale, le Sénat, le pouvoir judiciaire, etc. Et on a augmenté, le budget du ministère de la Défense, le budget du ministère de l'Intérieur, le budget du ministère des Affaires étrangères, ministère des Sports, ministère du Tourisme, etc. C'est-à-dire qu'il y a une réaffectation des crédits. Voilà. Réaffectation. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que comment on peut dire, la question de l'Est demeure celle qui est prépondérante, c'est à cause de cette question qu'on arrive à revoir ce budget. Si la crise persiste, est-ce qu'on doit avoir peur qu'il y ait une récession économique ici, la croissance, et que la situation puisse s'empirer? Non, il n'y aura pas de récession. Quand on parle de récession, c'est une croissance négative. Alors que nous projetons sur une croissance de 5,3% pour l'année 2025. Mais l'impact, il est là. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être avoir une croissance beaucoup plus au-delà de 5,3%. Il y a une partie des recettes publiques qui échappent désormais au gouvernement central. Et donc, c'est des conséquences comme ça. Mais aussi, vous avez l'image de notre pays, qui, en termes de climat des affaires,
qui en sort écorné. Et tout ça, c'est des conséquences de cette guerre qui nous est imposée. Mais aussi, les fonds que nous affectons à la guerre auraient dû servir à autre chose. Si vous prenez en 2022 et 2024, nous avons affecté à peu près de 4 milliards de dollars. Près de 4 milliards, plus de 3 milliards de dollars à cette guerre-là. 3 milliards de dollars, ça vous fait 3000 km de route. Vous imaginez 3000 km de route, les effets économiques derrière? Mais c'est ça là où beaucoup ne comprennent pas. Le pays est en guerre, mais on décide d'affecter des fonds par rapport à la visibilité du pays. C'est incompatible. Les gens, ils vont pas venir de toutes les façons. Non, la guerre, c'est pas seulement au front. Qu'est-ce qui a arrêté la guerre aujourd'hui? Est-ce que c'est forcément les armes? La réponse n'est pas à ce niveau-là. Je crois que il y a eu un grand travail diplomatique qui a été fait. Vous êtes journaliste, vous suivez tout ça, vous êtes congolais également comme moi, vous pouvez bien les constater. Il y a eu un grand travail diplomatique où la communauté internationale, dans sa diversité, a condamné la régression du Rwanda à notre pays. Aujourd'hui, vous avez des troupes rwandaises qui sont sur notre sol et on demande à ce que... Si ce n'était pas le cas, pourquoi aujourd'hui les Rwandais signerait un accord de paix avec la RDC aux États-Unis? Ce sera demain si je... Oui, déjà le 27, oui. Voilà. Le 27. C'est vendredi. Pour des gens, carrément, là c'est mon commentaire, pour des gens qui disaient qu'on n'est pas en RDC, qui bizarrement, qui se contredisent. Mais bon, ça c'était... Voilà, est-ce que vous comprenez un peu? Pour qu'on en arrive là, il y a eu un grand travail diplomatique qui a été fait. Mais de l'autre côté, il faut que le monde comprenne ce qui se passe au Congo. Il faut aussi que notre image soit positive sur le plan international. Donc, il ne faut pas que ce soit une image d'un pays où on viole les femmes, d'un pays où il y a la guerre, où on a tué 10 millions. Ce sont des faits. Il y a la guerre et il y a... Mais il y a aussi des bonnes choses au Congo. Il n'y a pas que ça. Mais vous savez que les touristes, surtout étrangers, ont horreur des bruits de bottes. Même si vous faites ça, s'ils ne veulent pas venir, ils ne viendront pas. Non, mais je comprends forcément, mais il y a... Vous savez... les gens vont en Israël, non? L'Israël est en guerre depuis des décennies avec les proxys de l'Iran. Vous voyez? Les gens vont en Ukraine. Les gens vont en Ukraine. Malgré qu'il y a... Et là, c'est la guerre plus que la nôtre. Voyez-vous? Donc, je crois qu'il y a quelque chose à vendre. Il y a quelque chose à vendre. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que cette image négative qu'on voit de notre pays. On reparlera quand même de ces différents partenariats, de ce concept au Congo au cœur d'Afrique, notamment au niveau du ministère du Tourisme et du Sport. Mais je reviens sur le budget rectificatif. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce budget rectificatif, c'est-à-dire qu'il faut dire, par exemple, aux médecins, oublier la révalorisation de vos salaires, pareil pour les enseignants et également pour les NP, les NU. Il faut oublier cette année de voir vos salaires être revus à la hausse et voire pour certains être payés. Non, écoutez, moi je vais vous dire la vérité. En fait, premièrement, on n'a pas touché au salaire. Au contraire, l'enveloppe salariale a augmenté. Si vous prenez entre le deuxième trimestre de l'année 2024, ok, et le deuxième trimestre de l'année 2025, l'état liquidatif a augmenté de 300 milliards par mois. C'est-à-dire l'état de paye. OK? Ça a augmenté de 300 milliards. On est passé de 850 milliards de dollars, et plutôt 800 milliards de francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 1150 milliards. Donc l'enveloppe salariale a sensiblement augmenté. Donc, il n'y a rien... De quoi payer le NU? C'est-à-dire, bien sûr qu'on a eu de mécanisation, mais il y a eu aussi des augmentations. Il y a eu des augmentations, vous le reconnaissez. On a doublé les salaires de militaires et des policiers. Mais avant ça, il y a eu des augmentations, il y a eu de mécanisation dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'EPST, même au niveau du régime général, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'actions salariales qui ont été menées par notre gouvernement. Et aujourd'hui, je vais vous dire maintenant la vérité, aujourd'hui cette situation devient délicate. C'est-à-dire? Ça devient délicat parce que si vous regardez le niveau des recettes, vous prenez le niveau de l'état liquidatif qui contient les salaires et le fonctionnement contraignant, vous réalisez que le gouvernement est asphyxié. La trésorerie devient très serrée, ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre au ministre des Finances pour financer les investissements.
C'est un vrai problème. Mais ça a Parfois, toujours été le cas. Non, attention. Les investissements a toujours été le parent pauvre. Attention. Oui, les taux d'exécution. Non, attention, madame. Aujourd'hui, l'accroissement de fonctionnement contraignant et de salaire devient de plus en plus préoccupant. Parce que si vous avez des mois où il n'y a pas d'échéance fiscale, vos recettes en moyenne sont de 1800 milliards. Ça, c'est en moyenne lorsqu'il n'y a pas d'échéance fiscale. Mais vous avez des dépenses contraignantes qui sont, rien que les salaires et quelques fonctionnements contraignants, qui sont à 1150 milliards. Il vous reste combien? Il vous reste 650 milliards. Sur les 650 milliards, il faut maintenant mettre les autres fonctionnements, c'est-à-dire vous prenez la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, toutes les institutions du pays, tous les ministères que nous avons. Vous devez rembourser la dette publique extérieure, parce que c'est également une dépense contraignante. Vous devez payer la rétrocession aux régies. Quand vous devez payer la rétrocession aux provinces, on paye pas, et aux ETD. Quand vous prenez ça, tout est parti. Il n'y a plus rien. Mais c'est sur le papier, mais le fait, on sait que depuis des années, les gouverneurs s'en plaignent. Il n'y a pas de rétrocession. Si ça arrive... Non, c'est vrai que forcément, on ne paye pas les 100%, mais on paye quand même. Je ne vais pas vous rappeler... Je regarde quand même les états de ce qu'on appelle le plan des trésoreries du pouvoir central et je vois qu'on paye quand même. On paye quand même, mais on revient sur ces taux d'investissement qui a toujours été faible. C'est tendance d'achat de plusieurs gouvernements. On n'arrive pas vraiment à affecter autant que beaucoup de taux d'investissement. Il faut chercher des chiffres. Moi, je parle des chiffres. Je parle pas comme Monsieur Tout le monde. Ben oui, mais quand vous revenez avant 2019, les investissements représentaient 1%, 2%, 3%, rarement 5%. Et depuis que le président Félix est là, la moyenne est supérieure à 10%. Allez chercher les chiffres. Mais c'est toujours très bas. Non, mais on vient de 1%, 2%, je vous dis. Maintenant, on est au-delà de 10%. Et donc, la tendance est haussière. Vous voyez? Il faut quand même encourager ces faits-là. Encourager dans un pays qui quasiment manque de taux, on aimerait bien avoir de plus en plus. Mais quand je parle de 10%... C'est quoi le meilleur taux pour qu'on puisse justement amorcer un développement accru de notre pays? C'est là où on doit aller, c'est là où on doit chercher. Non, moi ma position sur cette question est connue. Moi, je suis pour la maîtrise d'abord de dépenses de fonctionnement et de dépenses de rémunération. Il faut maîtriser ça. Si vous ne parvenez pas à maîtriser, vous aurez des problèmes. Si ces dépenses-là augmentent dans la même proportion que les recettes, vous aurez des sérieux problèmes. Vous ne pourrez rien faire. Il faut maîtriser ces rubriques-là, mettre en place des réformes. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter les gouvernements parce que là, on nous dit que la généralisation de la facture normalisée interviendra au mois de juillet, ce qui est une bonne chose. C'est une réforme qui va rapporter beaucoup d'argent. Donc, on maîtrise les dépenses, on met en place des réformes pour augmenter les recettes, et ensuite, le supplément des recettes va être affecté prioritairement aux investissements porteurs de croissance, notamment les routes et l'électricité. Notamment les routes. Donc, on peut se dire, il faut qu'on arrête d'engager dans la fonction publique. Il faut arrêter à un moment donné. Madame, il faut dire une chose que les gens ne savent pas. À travers le monde entier, c'est pas l'État qui engage le plus, non. Les emplois, 90% d'emplois dans le monde sont créés dans le secteur privé. C'est seulement 10% en moyenne qui se trouvent dans le secteur public. Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons faire? On doit améliorer le climat des affaires. On doit faire en sorte que les banques commencent à financer les projets d'investissement des particuliers, n'est-ce pas? Pour pouvoir créer les emplois. Les emplois viennent du secteur privé et non du secteur public. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui vous dit « j'ai besoin d'un numéro matricule ». Non. Non, c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Au contraire, on doit travailler pour qu'il y ait plus d'entreprises, pour que celles-ci engagent plus de Congolais. La guerre n'aide pas. C'est ce que je disais. La guerre n'aide vraiment pas assez qu'on puisse développer le côté. Est-ce que l'accord à venir, l'accord qui va être signé, qui est signé ce 27 juin, peut aider à booster, à changer beaucoup de choses? Mais premièrement, madame, quand on crée une société, qu'est-ce qui se passe? Quand les Américains viennent avec le capital, ils vont créer des sociétés ici. Mais pour faire fonctionner ces sociétés, ils auront besoin d'employés. C'est-à-dire, ils vont engager les Congolais. Ça, c'est ce qui m'importe le plus en premier lieu.
En second lieu, si cet accord peut faire en sorte que nous ayons des garanties de sécurité, alors pourquoi pas? Parce qu'avec la sécurité, on peut faire beaucoup de choses. Les Rwandais qui pillaient nos minéraux ne pourra plus le faire. Ces minéraux profiteront désormais aux Congolais. C'est-à-dire que cet accord est salutaire pour notre peuple. Je m'insurge. Et ça m'inquiète de voir que certains Congolais les combattent. Moi, ça me fait mal. Ah oui, ils disent on a vendu le pays à vil prix d'ailleurs. On n'a pas vendu le pays. Mais en fait, le président vendre le pays veut dire quoi? A vendu le pays à vil prix. Non, mais que veut dire vendre le pays? C'est-à-dire céder le sous-sol congolais comme ça. Céder comment? Qu'est-ce qu'on appelle céder? Pour conserver son pouvoir. Ces entreprises-là, il y aura une contrepartie. Même si nous leur accordons les exonérations, il y aura une contrepartie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce que les Congolais, pas les Congolais, c'est ce que les communs de mortels ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand un investisseur vient, ce que l'État fait, les facilités que l'État donne, c'est souvent les exonérations. Même si on exonère ces entreprises, il y aura une contrepartie. On exonère contre quelque chose. On va exonérer peut-être contre les emplois des Congolais. La sous-traitance. Non. C'est-à-dire que les entreprises viennent, elles vont engager les Congolais. Ça, c'est la première chose. Toutes les sociétés sous-traitantes vont engager les Congolais. OK? Mais il y aura une production nationale accrue. La production nationale va augmenter. Le taux de croissance va augmenter. Mais aussi, tout un écosystème sera créé. Mais il y a aussi des effets propagateurs, c'est-à-dire les effets d'entraînement. Les autres entreprises auront à vendre le bien et services à ces entreprises-là. Vous voyez, les effets économiques sont très vastes. Il ne faut pas avoir un esprit limité. Il faut aller plus loin dans la réflexion. Donc, au lieu d'attendre un numéro matricule, peut-être commencer déjà à vous créer une petite entreprise. Qui sait quand les Américains vont venir? Pas forcément. Pas forcément. Ce pays est un chantier. Voilà, ce pays est un chantier. Il y a beaucoup de choses à faire, madame. C'est pourquoi je dis le secteur bancaire doit jouer son rôle. Et nous devons, l'État doit mettre en place des garanties. Vous voyez, en Allemagne, l'économie est tenue par les PME, les petites et moyennes entreprises. Mais derrière, il y a un écosystème, il y a une intelligence. C'est ce qu'on appelle des fonds de garantie. Il faut garantir les emprunts de ces petites entreprises auprès des banques. Mais on n'a pas une banque à nous. Ici, un pays comme la nôtre, c'est ça. Non, moi, je suis pas une banque privée à nous. C'est-à-dire la banque, on est dans... tout appartient aux Indiens, aux Mais ça change quoi? C'est là où ça change quoi? Mais ils se donnent entre eux et c'est difficile d'avoir un emprunt. Mais c'est justement, il faut que... Il y a une réglementation. Il y a une supervision des établissements de crédit qui est faite par la Banque centrale. Okay? C'est à nous de renforcer nos lois, de renforcer nos textes pour que l'épargne nationale... Parce que l'argent que les banques utilisent pour prêter aux autres, c'est ton argent, c'est mon argent que nous déposons ils nous prêtent même pas auprès de ces banques-là. Alors, il faut que le secteur bancaire puisse permettre à ce qu'on crée la valeur, à ce que qu'on accorde donc du crédit aux entrepreneurs congolais, que ceux-ci, à leur tour, créent les emplois et augmentent la valeur. Oh non, mais on espère vraiment que le gouvernement va faire ça. On va très bientôt terminer cette émission. Tout à l'heure, on parlait de sport, mais également du fait que le sport peut participer au rayonnement de la République démocratique du Congo. Donc, on parlait déjà de ce fameux partenariat, de ce concept au Congo cœur d'Afrique. Ça, je fais jaser. 14 millions ici. 3 millions, 5 millions par là. Pour un pays aussi pauvre. Vous trouvez pas qu'on est en train d'exagérer un peu dans cette politique qui vise, entre guillemets, à visibiliser le pays? Mais vous savez combien dépense le Rwanda dans ce domaine? C'est peut-être plus que nous. Est-ce que le Rwanda a les mêmes moyens que nous? Est-ce qu'on doit faire comme le Rwanda? Non, c'est une question que je vous pose. Bah ouais, non, c'est juste une comparaison que j'ai à faire. Je ne crois pas que c'est beaucoup d'argent. Mais après, je vais pas beaucoup commenter parce que je n'ai pas les détails de ce partenariat. C'est des partenariats entre le ministère du tourisme et l'AS Milan, c'est ça? Oui. Et celui entre l'AS Monaco et le ministère des Sports et l'AS Monaco. Mais pour le ministère des Sports, je parlais dernièrement avec le ministre Boudimou qui m'a dit que derrière, il y a, je vais utiliser sa phrase, c'est plutôt une vision à 360 degrés, notamment sur l'encadrement de notre jeunesse. C'est la vision que nous avons dans Vita. Bientôt là, nous allons nous débarrasser de plusieurs étrangers qu'il y a dans Vita.
pour promouvoir les talents locaux. Je rappelle qu'il est le président de la SV Club. Voilà pourquoi tout au début de cette émission, je le présentais comme étant président député. Alors vous êtes président. Pour vous, c'est une bonne chose qu'on ait surtout ce... Mais s'il y a AS Monaco qui vient former nos jeunes gens, je suis très content. Très, très content. Parce que nous avons des talents qu'on ne sait pas propulser. Alors, si nous avons un club de ce niveau-là, qui vient former nos entraîneurs, qui vient former nos staffs techniques, nos joueurs, nos enfants, créer un écosystème derrière, je suis totalement favorable, surtout que le coût que je vis me paraît raisonnable. On parle tout à l'heure, là, on aura peut-être l'occasion de parler et avec le ministre de Tourisme et avec le ministre de Sport pour approfondir, mais vous, en tant que président de V-Club, on a dit la politique a fait régresser le sport, surtout le football ici. Le fait que les politiques prennent la tête ou les têtes de différents clubs ne nous ont pas aidés. Et surtout, ça n'a pas aidé V-Club. Hein. Oui, ben écoutez, moi je sais que la personne qui était avant moi n'est pas politique, à ce que je sache. Moi, je fais l'intérim. Mais avant, à Amadou Diaby, c'était Bernestide, qui elle-même... Mais moi, avant ça, je ne connaissais pas ça a commencé, le déclin de V-Club a commencé avec Bernestide. Je ne connaissais pas Madame Bestine dans la politique active. Hein. Ok. Je sais pas quel est le poste politique qu'elle a eu à occuper avant. Je l'ai jamais vu dans cette histoire-là. Mais il y a eu des problèmes dans l'entretemps que nous sommes en train de chercher à résoudre aujourd'hui, et nous y travaillons. C'est pourquoi nous sommes en train de vouloir mettre en place un nouveau projet pour les clubs. Le nouveau projet est concentré sur le développement des talents locaux. Nous avons de bons joueurs au Congo que nous pouvons bien encadrer, et il nous manque des infrastructures, il nous manque une vision, il nous manque un encadrement cohérent avec nos objectifs. Et là, nous sommes en train de travailler avec des partenaires qui nous accompagnent pour pouvoir promouvoir ces talents-là. Et je pense que dès la saison prochaine, vous verrez la différence. C'est vrai, je fais l'intérim. Je pense que la personne qui pourra venir après moi continuera sur cette lancée-là pour que Vita retrouve sa splendeur. Mais il n'y a pas que Vita. Le championnat est désarticulé, il fait plus rêver. C'est ça, en fait. Aussi. Il faut faire en sorte que chaque équipe soit sponsorisée. C'est ça le problème. C'est comme ça dans d'autres pays. Par qui? Dans d'autres pays, je vais vous donner un exemple. Dans d'autres pays d'Afrique, quand il y a des sociétés de paris foot, sont obligées de sponsoriser un club. Voilà, c'est obligatoire. Et ici, tu arrives, tu sponsorises un club. Ici, vous avez ces gens-là qui font des millions de dollars. Hein. Un secteur qui n'est pas bien régulé d'ailleurs. Voilà, je crois que à l'époque, le ministre Nicolas Kazadi a mis en place une réforme sur le jeu d'argent, justement tous ces jeux-là, et c'est une réforme que poursuit son successeur. Et je crois que si c'est mis en place, non seulement il y aura un accroissement de recettes domestiques, mais de l'autre côté, ces entreprises-là vont participer au développement de notre football. Aujourd'hui, vous avez, c'est quand même un grand réservoir de clients, hein, parce que qui joue à ces jeux-là, ce sont nos supporters. Vous voyez? Alors, ces supporters-là contribuent à la prospérité de ces entreprises. Celles-ci, à leur tour, doivent, n'est-ce pas, sponsoriser nos clubs de football. Mais aussi d'autres entreprises, d'autres secteurs peuvent bien sponsoriser nos clubs. Si Vita a un sponsor, Imana un sponsor, Mazembe, Lupopo, Sangabal, etc., on n'aura pas besoin de moyens, de ressources gouvernementales pour pouvoir jouer tout un championnat de bout en bout. Mais sauf que ces sponsors-là, c'est ce qui manque. C'est souvent les particuliers. Et il faut qu'on trouve un mécanisme. Il faut que l'État trouve un mécanisme pour imposer à certaines entreprises de sponsoriser les clubs. Et comme on est dans un pays où les millionnaires se comptent parmi les politiques, du coup, on se retrouve avec des politiques qui prennent, qui se mettent à la tête, quoi. C'est un peu votre cas, votre nom est associé à 30 millions. Contrairement au club, je sais pas, d'autres clubs, Vita est sponsorisé, ok? Vita a une entreprise qui l'aide à payer ses joueurs, le minimum, à jouer en fait, les matchs, à faire tout, presque tout. Et donc, le président n'est pas je dirais le sponsor du club. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Vous nous connaissez, c'est un peu, le club sont devenus comme des partis politiques.
pour être président, il faut avoir des moyens parce que vous serez le seul à donner. Alors, maintenant, c'est ce qu'on a changé. Aujourd'hui, le nom de Fleury Mapamboli est associé à des millions de dollars, comme je le disais maintenant. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on vous a placé intérimaire aussi? Non. D'abord, j'ai pas des millions. J'ai pas des millions comme 30 millions dans 30 millions de dollars. Alors, faites un calcul simple. 30 millions de dollars veut dire que j'ai gagné en moyenne 1 million par mois pendant le temps que j'ai fait au ministère des Finances. Est-ce que selon vous, c'est possible? Je sais pas. Mais tu vas gagner 1 million. Mais comment tu vas gagner 1 million de dollars par mois? Par quelle magie? Par quel mécanisme? Mais quand on voit les détournements qui se comptent en millions chaque jour. Mais comment un conseiller peut détourner? Non, je disais, donc on peut rien exclure dans ces pays. Non, attendez, comment un conseiller d'un ministre peut détourner? Je comprends pas, c'est quoi, ça se passe comment? Parce que les conseillers ne signent aucun document. C'est ça les problèmes avec notre pays. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont permis de faire connaissance avec d'autres gens, de partager nos idées, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très bien. Mais ça crée aussi des métiers bizarres. Des gens qui sont payés pour insulter. Les cas, si vous voulez que je vous parle de ce qui s'est passé. J'aimerais bien savoir. Voilà. Ce qui s'est passé dernièrement, ces gens-là ont été payés par l'ancien inspecteur général de finances, chef des services, M. Alinguete. J'ai la preuve. Je peux vous montrer le message. J'ai discuté avec lui. Il a reconnu. Qui, l'inspecteur général a reconnu? Il a reconnu. C'est lui qui a payé ces gens-là pour m'insulter. Alors, pourquoi? Non, je veux savoir. L'inspecteur général, l'ancien inspecteur général, a reconnu qu'il avait payé des gens pour vous insulter. Oui, bien sûr. C'est lui qui a payé ces gens-là pour m'insulter. Mais je l'ai dit à la télévision. Si quelqu'un a une version contraire, eh bien, qu'il me l'apporte. Moi, je vous donne la vraie version. Je lui ai écrit, je lui ai envoyé. Il a reconnu. C'est lui qui a payé les gens pour m'insulter. Pourquoi? À cause de ma question écrite, adressée au Frivao. C'est quoi le lieu? Il y a un article que je vis dans le média dernièrement, qui justement accablait M. Alinguete, pour que j'ai beaucoup d'estime. M. Alinguete, Mme Rose Mutombo et l'ancien ministre Moutamba. Et quand moi j'avais fait une question écrite adressée au Frivao, eh ben, il a fait un lien d'esprit, de par lui-même. Et pour lui, c'est moi qui ai financé ces journalistes pour écrire cet article contre lui. Alors que je ne connais pas ces journalistes et je ne l'ai jamais vu de ma vie. Bon, même si on ne voit pas toujours le lien entre Frivao et l'inspection générale de finances. Non, mais il me semble. Parce que moi, je demande des éléments, j'attends pour pouvoir travailler là-dessus. Je ne veux pas mettre la charrue devant le bœuf. Mais l'article, je ne l'ai pas lu. Mais il me semble que le fonds de Frivao ont permis de financer la prison. L'entreprise qui a gagné le marché, c'est une entreprise proche de Alinguete. Il me semble que le propriétaire, c'est un de ses proches. Et c'est dans ce sens-là que l'article a abordé la question. Et lui, il a fait des recoupements, je ne sais pas par quel mécanisme. Et pour lui, c'est moi qui ai financé cet article-là. Et en représailles, il a envoyé les gens pour me diffamer dans les réseaux sociaux. Ben, est-ce que vous imaginez, est-ce que ce niveau de bassesse-là, je ne sais pas si vous trouvez ça non, parce qu'on me dit que ces gens-là sont des journalistes parmi eux, il me semble. Vos confrères, c'est comme ça que vous vous appelez. C'est extrêmement grave, madame. Qu'est-ce que vous comptez faire? Regardez d'abord, je vais vous poser une question. Le 4 août, j'aurai 37 ans. Mais M. Alinguete a 63 ans, tout ça. Il n'est plus en service. Il est mis à la retraite. Mais quel intérêt, moi, j'ai à le combattre, lui? C'est pour gagner quoi? Réfléchissons. Soyons un peu intelligents. Qu'est-ce que vous comptez faire? Non, je ne veux pas répondre. On m'a demandé de porter plainte contre ces gens qui m'ont diffamé. On m'a demandé de l'attaquer frontalement. Par respect que j'ai pour M. Alinguete, c'est Dieu qui va s'en charger. Et pour ceux qui m'ont insulté, je ne vais pas porter non plus plainte. Parce que je l'ai fait dernièrement, j'ai fait condamner un journaliste. Après, on est revenu pour me condamner, comme quoi j'étais quelqu'un de méchant, etc. Bon, je laisse tout entre le mains de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Tous ceux qui s'attaquent à moi, c'est rare qu'il n'y ait pas de conséquences. C'est des menaces à peine voilées. Ah ben ça, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Donc vous, si vous êtes
Vous êtes charnel, vous ne pouvez pas comprendre. Nous, on est spirituel. Donc, voilà. Florima Pamboli, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir, mais dans vos bureaux. Merci, Merci de m'avoir ouvert, en tout cas moi et mon équipe, les bureaux, les portes de vos bureaux. C'était une première, mais j'espère que ça ne sera pas une dernière. Venez quand vous voulez. Je suis disponible à discuter avec vous de nos problèmes, de questions de gouvernance, etc., surtout de mon travail de député, parce que c'est ce qui intéresse mes électeurs. Et donc, je serai toujours là. On salue vos électeurs qui se trouvent à Kasongo-Lunda. Dans la province du Kwango. Dans la province du Kwango. Vous pouvez suivre cette émission également sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV, mais également sur B1. On attend vos réactions, vos suggestions. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes et on se dit au revoir à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité.